Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons démarrer notre conférence. J'espère que vous êtes tous bien installés et que vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui, Schindler et Building Minds vont vous proposer une conférence sur le cycle du bâtiment et de l'ascenseur. Donc comment on peut optimiser le cycle de vie des bâtiments et des ascenseurs. Donc pour vous présenter l'équipe qui vont vous parler de ce sujet, tout d'abord José Pereira, directeur commercial chez Building Minds. Building Minds, en quelques mots, c'est une plateforme SaaS qui permet à des gestionnaires d'actifs ou des propriétaires de gérer ou de contrôler la donnée afin de s'assurer qu'ils respectent bien leur trajectoire carbone. Ensuite, nous aurons Thomas Gerlot qui nous parlera de l'ascenseur neuf, qui est directeur marketing et ascenseur durable au sein du groupe Schindler. Nous avons aussi notre cher expert RSE, Alain Zewileski, qui aussi travaille sur ce sujet ô combien important au sein de Schindler. Et moi-même, Thomas Guillot-Godefroy, directeur modernisation. Donc une partie aussi, un enjeu, un défi majeur pour remplacer partiellement ou totalement nos ascenseurs. Donc, ce que nous allons voir, c'est comment le marché aujourd'hui est en pleine transformation, parce qu'il y a des défis, je vous en reparle juste après, d'urbanisation et de défis environnementaux qui fait que nous sommes avec un marché en pleine mutation. Le neuf aussi, qui est un terrain de jeu important concernant l'innovation durable. Alain nous donnera aussi, nous dira comment on peut donner une seconde vie aux bâtiments existants, avec un défi ultra aussi important à relever. Et enfin, demain avec José sur comment on anticipe avec des leviers de transformation et de transition réussis. Alors d'abord, Schindler, qui nous sommes et nos valeurs, les valeurs qui constituent. Bonjour, bienvenue, content de vous voir. La sécurité, qui est la première valeur fondamentale de Schindler. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'ascenseur, c'est le premier transporteur au monde. On transporte 2 milliards de personnes chaque jour à travers le monde. Donc je vous laisse imaginer l'ensemble des processus et initiatives qu'il faut prendre pour assurer au quotidien la sécurité des usagers et de nos techniciens. Aussi évidemment, très important pour nous, nos clients. Et donc pour assurer un service client des plus optimal et quotidien, nous avons un service client disponible 24 heures sur 24. On a un ancrage territorial évidemment super important avec des techniciens présents dans toutes les villes de France, avec des agences aussi pour pouvoir fournir un service de qualité au quotidien. Nous sommes très engagés si on veut faire un bon travail et vous servir au quotidien, il faut avoir les bons collaborateurs, s'assurer de leur bon développement, de l'expertise technique qui est un défi dans l'ascenseur pour incuber et faire grandir nos collaborateurs. On a un campus à Rungis qui permet de former tous les techniciens au niveau France. Et on a des passerelles techniques et aussi une Schindler Academy qui permet à nos techniciens de devenir managers. Voilà, donc c'est une première, on est les seuls de la profession à le faire. Et ça nous permet de préparer l'avenir et notamment nos défis urbains et environnementaux. La qualité qui se décline au quotidien, on a un groupe suisse. Donc je vous laisse imaginer ce que c'est la qualité suisse, pas la peine de vous en faire l'apologie. Mais ça se décline vraiment dans tous aussi nos processus et à travers notamment les certifications comme la 9001 ou la 14001 pour la partie environnement. Et l'intégrité, je terminerai là-dessus sur la partie valeur. C'est là aussi assez suisse, c'est-à-dire qu'on est sur une activité assez exposée, des gros enjeux, des gros projets, donc des règles concurrentielles, anticoncurrentielles à respecter au quotidien. Et donc on décline beaucoup de programmes pour que nos collaborateurs puissent incarner l'intégrité et donc avoir la confiance de nos clients et de nos fournisseurs pour tous nos projets. Voilà pour la partie valeur. Alors le contexte, avant d'aller plus dans le détail. En 2050, 80% de la population urbaine vivra dans un bâtiment qui existe déjà aujourd'hui. Donc, je vous laisse imaginer tous les défis verticaux que nous aurons à voir avec des étages qui vont s'additionner au fur et à mesure des prochaines décennies. Ça, c'est un défi urbain important. Une urbanisation avec beaucoup de béton. Donc, vous avez de l'eau qui circule et qui a du mal à s'évacuer et à retourner dans les nappes phréatiques. Donc, il y a vraiment un défi à se concentrer sur comment on peut mettre l'usager au centre de cette urbanisation, respecter sa qualité de vie et avoir une vie agréable et confortable. On a un vieillissement de la population que vous connaissez. Donc comment on s'occupe de l'accessibilité de nos chers seniors au quotidien pour qu'on puisse répondre à leurs besoins vitaux, ça va nous animer aussi de manière plus importante dans les prochaines années.
Et enfin, l'économie circulaire, où aujourd'hui, on arrive à recycler des pièces dans certaines de chaînes de vie dont je parlerai juste après de l'ascenseur. Et il y a encore beaucoup à faire pour pouvoir prendre des pièces et les réinjecter dans le circuit de tous les jours. Et enfin, là, pour conclure sur ces contextes, la collection, le digital qui nous anime au quotidien, collecter des données sur l'ascenseur, c'est important. Après, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise? Alain vous en parlera notamment sur la partie maintenance prédictive qui nous permet là aussi de répondre à des défis environnementaux. Donc, sur cette partie tendance macro-sociétale, je pense qu'on a fait le tour. Je dirais juste sur la partie infrastructure au quotidien, on est là avec des solutions sur mesure, durables, pour vous accompagner dans tous les secteurs d'activité. Là, je vois beaucoup de personnes présentes, qu'ils soient bureaux d'études, dans le tertiaire, dans les bailleurs sociaux ou le résidentiel. Donc, évidemment, on vous accompagne là-dessus avec des programmations de plans de progrès pour vous accompagner et rendre votre bâtiment durable et valoriser votre patrimoine. Donc la certification, je ne vais pas toutes vous les expliquer. Je pense qu'il y en a une importante dont on est fier. C'est d'abord la première, c'est EcoVadis Platinum. Cette certification, nous l'avons eue grâce à notamment avec l'électrification de la flotte de nos techniciens, qui nous permet de tous les jours et de chaque année un peu plus d'avoir des voitures électriques. On a des bâtiments que l'on verdit de plus en plus avec une réduction de la consommation énergétique de nos bâtiments. Donc tout ça cumulé fait qu'on rejoint ce club très privé des 1% d'entreprises à avoir la mention EcoVadis Platinum. Et la CDP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Carbon Disclosure Project. On a eu la note A en janvier 2025. Et là, c'est pareil, une entreprise ne peut avoir que de l'intention, on ne peut pas juste faire du marketing. On vérifie que les actions au quotidien répondent à un reporting précis. Et donc, c'est ce que nous permet cette belle certification CDP. Voilà, donc merci pour cette première partie. Je laisse la parole maintenant à Thomas qui va nous parler de l'ascenseur neuf. Merci Thomas. Alors, vous voyez, on est assez originaux sur les prénoms. Oula, je vais prendre ton micro. Petit problème de micro. Vous m'entendez bien? Ok, j'ai un problème de retour, moi, mais je vais faire avec. Donc, je vais vous emmener dans ce monde merveilleux de l'ascenseur neuf. Ouais, excusez-moi, je vais changer de casque, j'entends pas du tout ce que je dis. Avec ce petit intermède, donc la France est passée d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale, la RE 2020 pour la construction, ça je pense que vous êtes tous au courant. Et donc c'est le point de départ de notre voyage aujourd'hui vers l'ascenseur le plus durable possible. Cette RE 2020, elle s'articule autour de trois principaux axes que sont l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs, la prise en compte des émissions sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, donc sur 50 ans, sur les 50 ans de vie du bâtiment, et l'intégration finalement du changement climatique, qui est une réalité dans le bâtiment, et donc développer aujourd'hui des bâtiments dans lesquels on pourra vivre et travailler dans de bonnes conditions dans le futur. L'ascenseur s'intègre bien sûr parfaitement dans ces bâtiments et pour répondre à la RE 2020, on doit répondre avec des fiches qu'on appelle des fiches PEP, donc profil environnemental produit, qui sont des ACV, des analyses de cycle de vie de nos ascenseurs. Donc sur l'ensemble du cycle de vie qui va de l'extraction de la matière première jusqu'au recyclage en fin de vie de ces matériaux, on va analyser toutes ces phases, analyser leurs impacts environnementaux pour derrière trouver des solutions, parfois avec vous, parfois nous en interne, pour réduire ces émissions. Je vais vous prendre pour cet exemple l'ascenseur qu'on va le plus proposer aujourd'hui en France. C'est un ascenseur 630 kg. Et là, vous avez en fait les phases, donc les différentes phases d'impact environnementaux avec leur poids carbone, avec leur poids en équivalent CO2. On voit tout de suite la principale phase, c'est la première, c'est la phase
construction de l'ascenseur, donc les émissions liées à l'extraction de la matière première, au transport de cette matière première jusqu'à un site de fabrication et à la fabrication même de l'appareil. Ça représente un peu plus de 54%, 55% quasiment du total des émissions. Et donc on verra après ce qu'on peut mettre en place déjà à ce niveau-là pour réduire les émissions. Ensuite, on va distribuer cet appareil, donc on va le déplacer de son site de fabrication, d'une usine jusqu'à un site d'installation. On va installer cet ascenseur. Puis on va l'utiliser, cet ascenseur, pendant 25 ans. C'est ce qu'on prend en compte dans nos ACV. Et pendant 25 ans, on va faire en sorte que cet ascenseur fonctionne du mieux possible et émette également moins possible. Alors, je commencerai à en parler et puis Alain, derrière, prendra le relais pour cette partie-là. Et enfin, l'ascenseur, c'est un produit mécanique. À un moment, il va falloir le remplacer complètement. Et même ce remplacement, eh bien, ça a quand même un impact environnemental parce que recycler des composants, ça a un impact. Et donc, c'est cette dernière phase qu'on appelle la phase fin de vie. Sur toute sa vie, un ascenseur, celui-ci, 630 kg, il aura émis 13 tonnes de CO2 sur toute sa vie. Et si on recycle bien ces composants en fin de vie, on est capable après, grâce à ce qu'on appelle le module D, de réutiliser le matériel recyclé et donc d'éviter des futures émissions dans l'environnement. Donc je vais prendre tout le matériel que j'avais dans mon ascenseur, je vais le recycler, je vais le remettre dans un circuit de matériaux recyclés. Et donc ça nous permettra de finalement pas générer de nouvelles émissions en extrayant de la nouvelle matière première, etc. Alors pour commencer, il faut bien produire ces ascenseurs et pour l'Europe, on les produit en Europe. C'est le but de Schindler, c'est d'avoir à chaque fois au moins un site de production par continent. Donc pour l'Europe, on a 2 grands sites de production qui sont la Slovaquie principalement pour les composants mécaniques et la Suisse pour les composants électroniques. Ça nous permet d'avoir une proximité en termes de logistique. Ça nous permet aussi de travailler avec les partenaires depuis très très longtemps, qu'on connaît bien sur l'Europe. Et si, au-delà de ça, au-delà de la proximité, je devais vous prendre qu'un seul exemple pour vous montrer qu'on quotidiennement, on essaye d'innover pour réduire les émissions aussi au moment de notre production. En Slovaquie, on est en train d'installer des panneaux solaires sur nos usines. Ces panneaux solaires, ils vont nous permettre de produire jusqu'à 23% de l'énergie quotidienne nécessaire à la fabrication des ascenseurs. Alors, pas une journée de beau temps, bien sûr, mais ça va nous permettre de réduire l'impact environnemental aussi de la production de nos ascenseurs. Ces ascenseurs, ils ont été produits en Slovaquie, en Suisse, etc. Il va falloir après les transporter et les emballer. L'emballage, on le sait sur nos chantiers, c'est principalement un déchet. Cela étant, c'est un déchet nécessaire. Si je vous livre un ascenseur sans emballage, je ne suis pas sûr que vous soyez tous ravis. On a fait une étude en 2024. L'activité de Schindler France a représenté 900 tonnes d'emballage. Donc que ce soit pour les ascenseurs neufs, les ascenseurs, les pièces de modernisation, les pièces de réparation, les escaliers mécaniques aussi. La bonne nouvelle, on va dire, c'est que sur ces 900 tonnes, vous me permettrez l'arrondi, 99% sont des matériaux recyclables. Donc du bois, du carton, du métal. Et 1% de cet emballage est non recyclable, enfin en tout cas plus difficilement, on va considérer là-dedans les plastiques. Donc on a des emballages qui sont déjà très optimisés pour nos ascenseurs et nos escaliers mécaniques. Et en plus, on fait en sorte qu'au quotidien, ils représentent le moins de déchets possible pour l'environnement. On travaille même, pour vous donner un autre projet qui est à l'étude, au réemploi de certains papiers de bureau pour emballer certains de nos composants, pour réduire encore plus notre impact sur les emballages. Notre ascenseur est emballé. Il est maintenant livré et on va le mettre en fonctionnement. Et pour le mettre en fonctionnement, ça c'est assez facile. Et pendant les 25 ans qui vont venir, il va falloir qu'on mette en place dès le départ des technologies qui vont nous permettre de réduire au maximum l'impact de l'ascenseur. Je vous en présente 5, je les présente assez rapidement. On pourra prendre le temps d'en discuter plus en détail si vous le voulez derrière, après sur notre stand. Premièrement, tous nos ascenseurs sont équipés aujourd'hui de régénération d'énergie. Donc au moment du freinage de la cabine ou du contrepoids, on va renvoyer de l'énergie dans le bâtiment et ainsi réduire à l'échelle de l'ascenseur, réduire la consommation du bâtiment. On a également sur nos ascenseurs des câbles plats. Donc des câbles plats, ça ressemble à des grosses ceintures en polyuréthane avec des petits câblettes d'acier à l'intérieur. Ces câbles plats, ils vont nous permettre d'utiliser des poulies de traction plus petites, donc des moteurs plus petits, qui vont moins consommer. On aura besoin de moins de couples au démarrage pour entraîner nos poulies. Et donc finalement, on va réduire de la même manière la consommation de nos ascenseurs grâce à cette technologie.
troisième technologie qu'on met en œuvre dans nos ascenseurs, c'est les structures en nid d'abeille. On sait bien, un mobile, plus il est lourd, plus il va consommer, il va falloir consommer de l'énergie, quelle que soit l'énergie, pour le déplacer. Là, avec ces structures en nid d'abeille, ce qu'on vise, c'est d'avoir les parois les plus rigides possibles et en même temps les plus légères possibles. Donc, s'assurer que lorsqu'on déplace un ascenseur, il soit le plus léger possible et donc qu'il consomme le moins. Un ascenseur, parfois aussi, ça ne se déplace pas. Notamment dans un bâtiment résidentiel, peut-être 22 heures par jour, l'ascenseur ne se déplacera pas et il va falloir limiter sa consommation lorsqu'il ne se déplace pas. Tous nos ascenseurs sont équipés d'un mode stand-by. On va mettre en veille un grand nombre de composants, le moteur, la variation de fréquence, l'éclairage en cabine, pour limiter et même limiter de manière logique la consommation pendant ces phases de non-utilisation. Si vous voulez une analogie automobile, c'est vraiment comme le start and stop sur votre voiture, vous êtes au feu rouge, ça ne sert à rien de faire tourner le moteur, donc autant l'arrêter. C'est la même chose ici. Enfin, une cinquième technologie, alors qui est liée à notre système de gestion du trafic. Alors peut-être que vous connaissez pour certains la technologie PORT. PORT, c'est notre technologie donc, de gestion de trafic, de gestion de flux dans les grands bâtiments. Ces technologies, elles ont pour but d'envoyer les passagers le plus vite possible à leur destination, à leur étage de destination. On sait que sur certaines périodes creuses, on n'a pas besoin d'utiliser tous les ascenseurs d'un bâtiment. Et donc là, plutôt que de dire à la technologie d'envoyer tout le monde assez rapidement, enfin le plus rapidement possible à leurs étages, on va plutôt optimiser le remplissage des cabines, donc mettre un petit peu plus de personnes dans les cabines, mettre peut-être un peu plus d'arrêts intermédiaires, mais avec cette idée d'avoir finalement des cabines un peu mieux remplies et moins de cabines qui seront en fonctionnement. Donc pareil, on pourra mettre à l'arrêt certaines des cabines pour limiter la consommation pendant ces heures creuses. Alors tout ça, ça nous permet d'avoir des ascenseurs classés A, parce que comme beaucoup d'équipements, aujourd'hui, on a une classification énergétique sur les ascenseurs. Donc la classe A est la meilleure qu'on puisse obtenir. Et ici, on voulait vous montrer cette belle courbe de progression depuis 2022, où en 2022, 14% de nos ascenseurs vendus étaient classés A. En 2025, à date, à fin août, on était à 77% pour la France d'ascenseurs classés A. Et les prochains paliers se feront ensemble. Puisque aujourd'hui, on a la connaissance très fine des ascenseurs qui peuvent être classés A, et donc on vous les proposera en priorité sur vos projets, bien sûr, en répondant aux spécificités de vos projets, mais on a un panel de choix qui nous permet que sur quasiment l'ensemble des besoins, on arrive à avoir des appareils qui peuvent être classés A sur cette classification. Pour aller encore plus loin, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est ce calculateur CO2. Alors c'est un calculateur qui est développé en interne. Vous l'avez vu, on sait faire des fiches PEP, on connaît les 13 tonnes de CO2 pour un appareil 630 kg. On est capable d'aller plus loin et de faire ce calcul configuration par configuration, mètre de course par mètre de course, nombre de niveaux par nombre de niveaux. Ici, j'ai pris l'exemple d'un ascenseur 1600 kg, donc c'est un ascenseur assez lourd. Et après cette configuration, mon calculateur va me donner les émissions de CO2 dédiées à cet appareil, donc dédiées à un projet type. Et derrière, je vais pouvoir vous proposer des axes d'amélioration. Par exemple, là, j'arrive à 31 tonnes de CO2 sur cet appareil. Je suis capable de vous dire, si vous passez d'un appareil avec des parois en inox à un appareil avec des parois en stratifié, vous allez gagner 140 kg de CO2. Si vous passez d'un appareil avec un sol décaissé à un sol en caoutchouc issu de notre gamme, vous allez gagner 280 kg de CO2, etc., etc. Et donc, on est capable de vous accompagner avec cette finesse pour vous dire, finalement, votre ascenseur, on peut encore l'optimiser pour consommer et réduire encore consommer moins et réduire encore les émissions de CO2 sur ces appareils neufs. Les appareils neufs sont posés, ils vont maintenant fonctionner pendant au moins 25 ans. Et là, je laisse à Alain le soin de vous parler de ce qu'on peut faire sur ces belles 25 années, voire plus. Merci les deux Thomas. Donc c'est la grosse flèche, hein, c'est ça? Alors effectivement, j'ai besoin du retour quand même. Moi je vais vous parler maintenant de la maintenance. Donc vous avez vu que et j'y reviendrai un peu tout à l'heure, le gros paquet de CO2 sur l'analyse du cycle de vie, c'est les 54% initiaux, c'est-à-dire c'est la matière, la fabrication et le transport initial. Okay, la maintenance seule, je vais revenir sur les coûts d'utilisation après qui font un peu moins de 10%, c'est 20% la maintenance. La première nouvelle que j'ai à vous annoncer, elle n'est pas bonne, c'est qu'il y a une partie qui est incompressible. Elle est liée à la réglementation, les fameuses 9 visites par an, ou tout du moins une visite toutes les 6 semaines.
Donc toutes les 6 semaines, on déplace un technicien. Ça a un coût carbone évident de déplacement du véhicule, quel que soit le véhicule. Alors évidemment, quand on est en site permanent, c'est mieux, mais vous n'êtes pas tous capables de nous affecter des sites permanents, puisque là, il n'y a pas de déplacement entre appareils dans la journée. Voilà, donc actuellement, alors on pourrait parler de la déréglementation, c'est un serpent de mer, mais aujourd'hui, on a 9 visites, et donc c'est totalement incompressible. Donc on va pouvoir travailler sur la partie marginale, et comme vous l'a montré tout à l'heure avec les 280 kg ou 140 kg, comme vous l'a montré Thomas, on va travailler dans la finesse sur l'abaissement, autant qu'on peut, de chacun des niveaux. D'accord ? Ça va être ça notre philosophie. D'accord ? D'optimiser chacun des niveaux. Et comme il vous l'a dit également, et ça reste, sans surprise, un fil conducteur de l'entreprise, on ne va pouvoir le faire qu'en partenariat avec vous. C'est-à-dire que les décisions vous appartiennent, les propositions, elles doivent venir de nous. Donc la première, la flotte automobile, c'est un point, mais qui est, je dirais, à la limite culturel et réglementaire en France. L'ensemble de nos techniciens vont être reformés ou formés à la conduite éco-responsable, notamment avec l'optimisation de l'affectation du véhicule qui va leur être faite en fonction de leur usage. D'accord ? Donc on est là également, sans rentrer dans les détails, sur un jumeau numérique qui va permettre d'être optimum sur l'affectation du bon véhicule au bon technicien. Un des points cruciaux de l'électrification de la flotte, c'est la capacité de nos techniciens à rentrer chez eux le soir ou à finir leur tournée sur des périmètres étendus, je pense surtout à la grande province. Et dans un certain nombre de cas, et c'est encore une fois pas une généralité, vous avez des bornes inutilisées sur vos sites. Donc travaillons sur le contrat pour, de temps en temps, là où on peut, électrifier les flottes et permettre à nos techniciens de se charger chez vous. Un client avec lequel on en a parlé récemment, ce sont des projets sur lesquels on peut travailler à long terme. Bon, les pièces de rechange, on a un tas de projets, mais je ne vais pas m'apesantir parce que je pense que le temps tourne, mais Mélanie va me confirmer. Mais en tous les cas, diminution du nombre de pièces de rechange, évidemment, je vais y revenir. Et surtout, livraison au plus près, nos techniciens doivent passer le moins de kilomètres possible à faire acte de chercher une pièce de rechange ou la relivrer. C'est pareil derrière sur leur réparation. Le petit pavé en bas à droite, c'est la partie économie circulaire ou réemploi. Je vais y revenir sur le dernier slide que je vais vous présenter. Voilà, le réemploi, c'est un enjeu important, optimisable, avec un des points d'ancrage de l'optimisation qui est le tri et la capacité de nos techniciens à identifier quelles sont les pièces qui sont réparables et pas réparables pour éviter de transporter des pièces qui ne sont pas réparables, mais on a déjà un certain nombre de filières qui tournent et derrière on va être dans l'optimisation. Encore une fois, c'est marginal, mais les petits ruisseaux font les grands volumes de CO2. Sur le traitement des pannes, un des enjeux majeurs, c'est la maintenance prédictive. Alors, vous connaissiez probablement la maintenance prédictive, en tous les cas on a tous communiqué autour de ça, sur la capacité à mieux assurer la maintenance et la capacité à diminuer le taux de panne, puisqu'on fait des opérations de maintenance diagnostiquées le plus en amont possible et le plus pertinentes. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous la visite de maintenance ou la visite de dépannage augmentée. C'est-à-dire que le technicien, lorsqu'il fait sa visite toutes les 6 semaines, il a sur son smartphone également les opérations détectées par la maintenance prédictive comme étant des opérations supplémentaires qui permettront d'éviter des pannes. OK ? Et en plus, cerise sur le gâteau, il a la méthode de réalisation qui lui arrive également, il le pointe. Bon, c'est un système auto-apprentissant. Ça, c'était, je dirais, c'est du présent, c'est du déploiement, mais c'est de l'existant. Ce qu'on augmente de plus en plus, c'est la capacité à redémarrer des appareils automatiquement sur un certain nombre de scénarios. C'est-à-dire, votre ascenseur tombe en panne, et ben on le redémarre à distance sans même que vous vous rendiez compte. D'accord ? Et on a un taux de succès qui n'est pas négligeable et on mesure l'impact CO2 sur ces non-déplacements, en fait, sans perte d'efficacité en termes de service pour vous, à la limite même au contraire. La difficulté pour nous, c'est plutôt de communiquer sur le fait qu'on l'ait fait, puisque nous, on est content, on l'a fait, mais en fait, il faut aussi vous en informer. Ce sont des vrais chiffres, hein, et c'est un vrai monsieur en haut à droite, c'est notre vrai centre de maintenance prédictive à Vélizy, pour ceux qui ne l'ont pas encore visité. Mais le chiffre en bas à droite, c'est réellement, en juin, on a économisé 1 tonne de CO2 de non-déplacement grâce à ces redémarrages automatiques. Donc vous voyez que c'est un indicateur, c'est un driver du centre de maintenance prédictif, l'aspect CO2, sur la diminution du poids carbone de nos opérations de maintenance
pour votre parc. Autre point qui va être le poids carbone d'un parc existant. Alors vous l'avez bien compris, sur les appareils neufs, finement et en partenariat avec vous, on va travailler sur l'augmentation du volume de classe A. C'est-à-dire être le plus possible dans les appareils les plus efficients énergétiquement. À l'image du calculateur CO2 dont Thomas vient de vous parler et de cet aspect de mesure d'appareils énergivores, on s'est doté d'un outil d'estimation du poids carbone de votre parc d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de portes également. Ce n'est pas le plus compliqué à mesurer. Voilà, donc on a des règles, à dire d'experts, évidemment basées sur les ACV, qui nous permettent de dire, ben voilà, vous avez 10 ascenseurs, 2 escaliers mécaniques, de tel âge, de telle capacité, voilà votre poids carbone. Alors là, je ne vous ai pas mis la partie matière, mais vous avez la partie exploitation, c'est-à-dire l'utilisation, la consommation électrique, les pièces de rechange et les déplacements des techniciens. Et donc, ça vous donne un point zéro. D'accord? Ça, c'est votre bilan carbone que vous pouvez très bien nous demander. On le fait pour un certain nombre de clients et c'est une mesure de départ. Et derrière, si on élabore un plan de petits travaux, de gros travaux échelonnés, allant jusqu'au remplacement complet, on vous estime le poids final carbone et évidemment l'économie. Donc pour les uns et les autres, c'est un des leviers de décision. Je ne vous cache rien, retour sur investissement, si vous regardez que l'aspect financier, ne nous demandez pas ça, vous allez être déçus. L'électricité aujourd'hui est si peu chère que vous n'allez pas rentrer dans vos sous tout de suite. Mais en tous les cas, c'est un élément dans vos décisions sur le poids carbone. Donc voilà, là c'est un cas réel qu'on a fourni à un client. OK? Et je vais revenir sur les 54%. Pour ça que je n'ai pas mis la matière. Les 54%, là je ne travaille pas dessus. L'idée, justement, c'est à travers des plans de travaux d'aller au-delà des 25 ans d'amortissement du poids carbone initial et de travailler sur l'augmentation de la masse métallique, on va dire, les gros volumes, pour passer à 30 ou 35 ans sur ces parties-là. Donc clairement, modernisation d'un ascenseur ou remplacement d'un ascenseur en conservant les guides, ce sont des choses qu'on arrive à faire sans problème et on a le point carbone économisé. Okay, avec le même niveau de qualité, c'est-à-dire le même niveau de certification CE des appareils. Donc ça nécessite un peu d'opération et un travail en partenariat avec les architectes, les maîtres d'œuvre. C'est des sujets dont on parle avec eux régulièrement. Tout ça donc pour dire que on est passé d'une philosophie où on disait on installe un ascenseur, on le laisse vivre pour les plus vieux d'entre nous, c'est-à-dire moi. C'était l'époque ce qu'on appelait les ascenseurs Kleenex à une époque. Donc c'est totalement révolu. Aujourd'hui, on installe un ascenseur, on va avoir une politique de réparation, d'entretien évidemment, mais de réparation. Et après, on va rentrer dans un enjeu de modernisation avec plusieurs catégories en fonction de l'état de vos appareils, en fonction de vos besoins, en fonction également de vos stratégies, accessibilité, densification de plateau, que sais-je. Et on va avoir 3 stratégies avec à chaque fois 3 poids carbone différents. Donc le carbone n'est pas le driver prioritaire, on en a bien conscience, mais c'en est un qui rentre dans votre stratégie de gestion de parc. Et donc, on est capable d'alimenter vos plans de travaux avec l'impact carbone grâce au calculateur dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, vous avez compris, l'idée, c'est toujours de travailler en partenariat. On ne fera rien. Bon. Nous, le parc qu'on entretient, c'est 20% de notre bilan carbone. D'accord? On ne baissera pas ces 20% sans vous. Et vous ne baisserez pas votre bilan carbone de patrimoine sans nous. Donc, on est main dans la main et il faut très en amont, dès la conception, en discuter ensemble. On pourra en reparler sur le stand tout à l'heure. Je vais passer la parole à José, qui va prendre de la hauteur et vous parler donc de Building Minds. Merci. Parfait. Donc je zappe. Alors Building Minds en quelques mots, je vois qu'il manque un B ou c'est moi qui ne vois pas bien, mais peu importe. Building Minds, c'est une société 100% qui appartient 100% au groupe Schindler. Et c'est une plateforme SaaS, donc Software as a Service, qui a été créée en 2018 et qui a vocation de fournir des solutions et des services auprès des propriétaires d'actifs immobiliers et gestionnaires d'actifs immobiliers dans le cadre de leur relevé de consommation énergétique et de bilan carbone. Donc on va les aider concrètement à pouvoir mesurer effectivement le bilan carbone et les consommations énergétiques qu'émettent leurs bâtiments, leurs fonds ou leur portefeuille d'actifs. Aujourd'hui, Building Minds, c'est un peu plus de 140 collaborateurs,
dans les principaux pays européens. On couvre aujourd'hui un peu plus de 100 pays en termes de gestion, de monitoring d'actifs immobiliers. Et nous avons sous contrôle environ un peu plus de 8 TWh de consommation énergétique. Et dans le cadre des différentes réglementations, on aide également nos clients à pouvoir faire le reporting extra-financier. Aujourd'hui, les propriétaires actifs immobiliers couvrent sous les normes réglementaires et c'est là aussi où on intervient en termes du reporting extra-financier avec les différentes obligations européennes ou internationales. La France, dont la principale on connaît, c'est bien sûr celle du décret tertiaire. Alors, la plateforme Building Minds et les services Building Minds se composent de 3 solutions majeures. La première, c'est effectivement la récupération de la donnée énergétique. Donc, on va fournir une photographie aux gestionnaires d'actifs immobiliers du comportement et de la situation énergétique et carbone de leur actif. Donc, c'est vraiment une photographie. Plus on a de données, plus cette photographie est claire, moins on a de données, plus on doit l'extrapoler et plus elle est floue. Donc ça, c'est la première étape. Cette étape-là va permettre de relever les anomalies et les incohérences en termes de consommation énergétique. Pourquoi dans un bâtiment, il y a un étage qui consomme plus que l'autre? Pourquoi tout d'un coup, on a une consommation qui ne s'avère pas en adéquation avec les prévisions ou son historique? Et donc là, automatiquement, on va pouvoir agir et essayer de corriger les consommations énergétiques qui ne sont pas fiables ou qui nous semblent incohérentes, et à travers de là, pouvoir récupérer toute la donnée et produire les différents reportings extra-financiers. Je vous rappelle que pour la France, on est soumis chaque année au mois de septembre, donc en ce moment-ci, d'ici le 20 septembre, au décret tertiaire. Et donc la plateforme Building Minds fait une liaison directement avec la plateforme Opérate dans le cadre de la transmission du reporting du décret tertiaire. Ça, c'est le deuxième service. Le troisième service consiste à pouvoir aider les gestionnaires d'actifs immobiliers à être alignés avec leur trajectoire carbone et à pouvoir corriger et à regarder à quel moment l'actif immobilier ou le portefeuille immobilier peut être une obsolescence environnementale, mais surtout une obsolescence financière. Et pour ça, on va pouvoir leur donner un moyen, un outil qui va concrètement regarder la cible qu'ils ont, la trajectoire actuelle du comportement de leur bâtiment ou de leur portefeuille, et avec des prévisions en se disant on va injecter un certain nombre de CAPEX pour regarder effectivement cette correction-là, pouvoir faire une nouvelle projection en disant combien d'années, je dirais, de performance environnementale et financière ils ont gagné. C'est ce que vous démontre là la courbe en bas d'écran. Vous avez les différents alignements. Vous voyez qu'il y a un premier croisement, si je ne me trompe pas, aux alentours de 2038 et le deuxième croisement aux alentours de 2045. Alors, normalement, j'ai ici une petite animation qui va vous permettre de voir exactement comment évolue chaque bulle, chaque point est un actif immobilier. Et on voit ici très bien qu'il y a une évolution au fur et à mesure. Alors là, on est aligné aux accords de Paris, c'est-à-dire à la trajectoire crème. Et on voit ceux qui tombent en obsolescence. Alors, dans un mot barbare anglais, ça s'appelle le stranded asset, qui veut dire échoué, et qui permet aux gestionnaires d'actifs immobiliers de pouvoir intervenir directement sur les actifs sur lesquels ils doivent mener des actions. Ça veut pas dire qu'ils doivent automatiquement mener des actions, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dire pourquoi il y a cet actif-là qui vient être en obsolescence et quelles sont les actions que je peux mener à travers ce schéma-là. Alors, ici, je vous donne l'exemple du portefeuille que l'on gère pour Schindler, alors que ça soit aussi bien en termes de propriété qu'en termes de location. On fait les deux, on s'adresse aussi bien aux propriétaires ou aux locataires. Ici, pour Schindler, on a dans notre plateforme une gestion d'un peu plus de 670 bâtiments, et on voit effectivement qu'on est en capacité de pouvoir fournir à Schindler la consommation, la globalité de leur consommation, de tous leurs actifs en termes de consommation énergétique, en termes de consommation d'eau, en termes de consommation effectivement déchets, et pouvoir leur donner les données, les informations dont ils ont nécessaires pour pouvoir contrôler le bilan carbone qu'émettent leurs actifs par utilisation. Et donc là, on prend vraiment la globalité de l'actif et toutes les consommations énergétiques.
Et on voit ici, dans cette courbe-là, donc on est également effectivement sur le risque et les prévisions de coûts sur les consommations énergétiques. On voit que le premier diagramme, il y a un moment, les lignes se croisent, c'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où Schindler va devoir mener des actions sur certains de leurs actifs pour pouvoir être alignés à leur trajectoire carbone, à leur trajectoire énergétique. Par contre, on voit qu'en termes de bilan carbone, ils sont correctement alignés. Donc, si on maintenait le parc tel qu'il est là, aujourd'hui, ils sont conformes à leur trajectoire. Voilà ce que je pouvais dire sur Building Minds et la solution que l'on propose. Merci. Merci José. Donc oui, en conclusion, vous voyez comment Schindler a décliné toutes ses actions, comment on monitore au quotidien si nos actions respectent bien notre trajectoire carbone. Le sujet, il est vaste. Et c'est pour ça qu'à horizon 2030, on vise moins 50% et pour atteindre un net carbone zéro en 2040. Donc vous voyez, il y a plusieurs scopes. Avec la maintenance prédictive, vous avez bien compris que c'est un enjeu. On économise des déplacements, on fait de la maintenance à distance, donc ça participe évidemment à réduire cette empreinte carbone. L'électrification de la flotte, je vous en ai parlé. Et donc toute cette partie charte aussi achat responsable avec nos fournisseurs, car nous avons une charte achat responsable, nous permet de voir en trajectoire en tout cas les moins 90% à horizon 2040. Aussi un enjeu important, en mot de conclusion, qui est quand même majeur, c'est qu'en France, nous avons quand même un quart du parc français ascenseur qui a plus de 40 ans et la moitié qui a plus de 25 ans. Donc, si vous voulez, il y a tout qui converge à ce qu'il faut rénover rapidement et massivement le parc. Ça met moins de tension aux opérationnels sur les équipes. Ça permet d'avoir une meilleure disponibilité pour vous au quotidien et de valoriser votre patrimoine. Donc voilà comment aujourd'hui Schindler peut vous accompagner à remplacer partiellement ou totalement votre ascenseur avec des solutions durables qui s'adaptent à l'ensemble de vos besoins. Donc merci pour votre attention et maintenant je vous propose qu'on prenne vos questions si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui arrive. Monsieur Kivrin, je suis sûr que vous avez une question technique. Non? Un qui se lance? Une? Ok. Ok, mais si... Mélanie est timide. Ok. Bah écoutez, merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Encore une fois, nous sommes sur le stand donc A17 au fond et nous pourrons parler plus en détail de vos besoins ou de vos objectifs et de vos patrimoines si vous en avez un à nous confier. Pour vous remercier, il y a une petite animation culinaire sur le stand A17. Ah voilà, oui. On pourra boire aussi un coup. Merci. À tout de suite.